Bonjour, merci d'être là. L'art numérique, qu'est-ce que c'est? Je vais vous faire d'abord une très brève présentation d'un contexte historique, puisque l'art numérique bénéficie d'un double mouvement d'intérêt par les chercheurs, les scientifiques vers l'image et des artistes vers les machines. 19e siècle, passionnant siècle de découverte et d'automatisation de capture d'images par le biais de différents procédés, notamment bien sûr d'abord la photographie, avec des procédés qu'on avait déjà observés depuis l'Antiquité par le biais de sténopées et de chambres noires. Et donc Niepce puis Daguerre vont trouver des méthodes, des matériaux pour enregistrer les images. Dans la foulée, deuxième partie du 19e siècle, le cinématographe s'appuie sur ces inventions, les systématise et trouve par le biais de la lanterne magique qui est déjà présente au XVIIe siècle, comment projeter des images, les enregistrer, les projeter. Un grand inventeur qui était aussi artiste, Émile Reynaud, réunit le praxinoscope, donc un des beaux objets optiques du XIXe siècle, où il y avait un cylindre où éventuellement étaient dessinées des images, et il réunit différentes inventions, bien sûr aussi l'électricité, la lanterne magique, et par le biais d'un miroir, il reprojette ces dessins réalisés sur des cellophane, enfin c'est pas le terme cellophane, et vous voyez le public est de l'autre côté de l'image et découvre les images en mouvement. 20e siècle, arrivée de l'électronique, la télévision, les débuts de la télévision, miniaturisation, concept très important pour réduire la taille, le poids, le coût des éléments, et puis avec l'informatique aussi, bien sûr, c'est sur plusieurs siècles. On pourrait remonter aussi au XVIIe siècle avec Pascal, la pascaline, toutes ces machines à calculer qui se développent. L'utilisation des cartes perforées aussi. On est à Lyon avec le domaine du textile et la mécanisation des métiers à tisser qui arrive progressivement au XXe siècle avec, bien sûr, l'effort de guerre et la miniaturisation, la démocratisation et la massification des utilisations de l'ordinateur, de l'informatique, puisque vous avez tous maintenant un ordinateur dans vos poches et bien plus puissant que cela. La société évolue, de révolution industrielle, bien sûr les artistes font partie de la société, ils observent ces changements de société, ils commencent à dessiner des machines. Je vous ai mis deux grands révolutionnaires, si on peut dire, en art, Picabia et Duchamp, aussi deux grands amis, deux grands rivaux, ils vont être aussi deux grands provocateurs. Les sculpteurs progressivement s'y intéressent aussi, construisent des images. Laszlo Molinag, je vous ai mis aussi les dates de naissance, les pays d'origine, puisque c'est aussi un grand melting pot, l'Europe, la France, l'Allemagne, pour les échanges d'idées en fait. Molinage, qui est aussi enseignant au Bauhaus et qui va continuer sa carrière d'enseignant aux États-Unis. Et puis Tinguely, qui, alors c'est très intéressant, c'est parce qu'il est suisse. Les Suisses, c'est des experts en horloge et en mécanisme, et Jean Tinguely va s'amuser à faire des machines qui ne servent à rien, entre guillemets, qu'à être des machines poétiques, et qui, parfois, qui même dessinent, des machines à dessiner, voire des machines qui s'autodétruisent. L'art abstrait arrive, l'art abstrait d'abord lyrique avec Kandinsky, et puis progressivement le cubisme, l'art abstrait géométrique arrive. Je vous ai mis les deux grandes figures de l'art abstrait géométrique, Malevich, Mondrian. Malevich, il a une espèce de révélation, boum, ça lui tombe dans la tête de faire de l'art abstrait. Par contre, Mondrian, ça va être sur plusieurs décennies. Je vous encourage à aller voir ses arbres, parce qu'il a fait toute une série de peintures d'après nature morte, si on peut dire, où on voit progressivement la vision devenir de plus en plus géométrique, et c'est passionnant. L'art numérique, définition. L'art numérique, c'est juste, on va dire, de faire de l'art avec du numérique. On a des ordinateurs, on a l'informatique, voilà. Mais vous allez me répondre, mais qu'est-ce que l'art ? Si on ne sait pas ce que c'est l'art, il ne suffit pas d'utiliser un ordinateur pour faire n'importe quelle image, on ne saura pas si c'est de l'art ou si c'est de couchon. Donc, l'art, définition. Alors, pour vous faire bref, parce que je n'ai que 15 minutes, ou presque, l'histoire de l'art montre progressivement avec le 19e et le 20e siècle que ce qui compte en art, ce n'est pas tant ce qu'on représente,
mais comment on le représente, la manière de représenter. Ça veut dire jeu formel, changement formel, création de forme. Alors par là, vous avez par exemple les grands exemples de Picasso, qui est un destructeur de forme, un inventeur de forme passionnant. Bien sûr, ça met en jeu de la technique, bien sûr, ça met en jeu de la créativité, de la sensibilité, de l'émotion, mais surtout, la grande avancée du XXe siècle, c'est le jeu avec les formes et c'est la liberté par rapport aux formes. Les artistes sont des gens qui prennent énormément de liberté et aussi en jouant à provoquer. Alors l'ordinateur dans tout ça, est-ce qu'il nous donne davantage de liberté pour créer? Quelle sorte de liberté on peut avoir l'ordinateur? Quelles sont ses propriétés à l'ordinateur, ses qualités? Aller plus vite, toujours plus vite, être plus efficace, automatiser, etc. Qu'est-ce que ça peut apporter en art? Est-ce que, d'une certaine façon, l'art numérique, ce serait de faire des choses toujours plus complexes, toujours plus rapides? Non, bien sûr. On va voir quelques exemples. Des pionniers. Bien sûr, dans la perspective de Tinguely, les sculpteurs vont jouer à faire en même temps une espèce d'art abstrait en mouvement, mais Nicolas Schoeffer, qui nous vient de Hongrie, qui va vivre une grande partie de sa vie en France, il insère des capteurs. C'est la première sculpture cybernétique qui réagit à son contexte. Vous voyez, les années 50. Vera Molnar, toujours vivante, toujours active, presque centenaire, qui commence bien sûr, à cette époque-là, dans les années 50-60, c'est déjà l'art géométrique tel que j'ai montré avec Malevich et Mondrian. Vera Molnar commence l'art géométrique par des séries autour du carré qu'elle trouve passionnant et l'ordinateur va lui permettre d'explorer autrement la forme. Elle propose d'ailleurs d'avoir plus de liberté avec cette machine, d'avoir d'autres idées et c'est intéressant, moi j'étais très stimulée quand j'ai découvert son travail. Elle propose de mettre du désordre, 1% de désordre, c'est un de ses titres. Manfred Mohr, toujours actif, toujours créatif, plus de 80 ans, qui commence dans les années 70, une passion autour du carré, donc bien sûr les formes géométriques, ce sont des éléments beaucoup plus faciles à mettre en visuel, si on peut dire, avec les machines. Aux États-Unis, ils ont bien sûr leurs propres pionniers que je connais moins. En tout cas, Myron Kruger, qui est toujours vivant, qui a développé une interface avec une caméra, une observation de l'image lue par l'ordinateur et donc la possibilité d'avoir un élément artificiel, que ce soit une image elle-même, un plan pictural ou un élément organique, enfin graphique, qui va réagir à l'image. Et puis au Japon, ils ont aussi un très très grand pionnier qui est passionnant, il a que 70 ans, il est toujours actif, toujours créatif, maintenant il fait davantage des sculptures parce qu'aussi au niveau du marché de l'art c'est quand même plus rentable. Il est pionnier en termes d'animation 3D en mélangeant des procédures fractales avec des ray tracing, donc un style de rendu de l'image, des réflexions sur l'image, et puis une technique qu'ils ont beaucoup développée au Japon, les metaballs, donc une enveloppe autour de sphères qui permettent de faire des formes très organiques. Alors, et moi, dans tout ça, donc gamine, rêveuse, littéraire, je désire être artiste plus tard, je ne savais pas ce que ça voulait trop dire pour moi, mais en tout cas, je m'imaginais dans des couleurs ou des livres. Ma famille considère que c'est pas très sérieux, on va dire ce qui est. Qu'est-ce que c'est les artistes? Ils picolent, ils passent leur temps à rêver, etc. Je fais un bac +2, contrainte et forcée, en voulant plaire à mes parents, mais en déprimant énormément. Ma mère entend parler d'une section images de synthèse à Paris. Ah! Je file à Paris, toute heureuse de pouvoir esquiver les mathématiques. Et puis en même temps, je me dis, mais informatique, mathématiques et art, c'est pas possible, c'est pas possible. Et je me dis, mais bon, bah écoute, on va aller voir. Hein. Si c'est paradoxal de réunir des machines de contrôle et puis un désir d'expression de soi et d'émotion, il y a peut-être des choses à trouver. Terra incognita. Alors, première position, c'est adopter le langage de l'ordinateur, parce que sinon, on va faire finalement quelque chose qui a déjà été fait. Il faut prendre le langage de l'autre, si on peut dire, et essayer de le comprendre, essayer de voir ce qui peut receler. Par contre, je n'ai pas fait d'informatique, donc moi, je viens éventuellement un peu des maths. Donc, première étape, le plus simple possible. Procédure simple, parce que je veux comprendre, et en même temps, mon point de vue, c'est que c'est pas parce que c'est complexe que c'est artistique. Deuxième démarche, c'est qu'en fait,
Je vais appeler mes amis, les artistes, les peintres à la rescousse, et je vais chercher quelles sont leurs idées, comment ils ont fonctionné, comment ils ont inventé ou révolutionné l'art. Donc, là, vous voyez, premières images, 90. Le travail s'appelle un peu de Possetal encore. J'ai pas le temps de vous montrer les animations. Choix d'une 3D plate, par provocation, mais aussi, bien sûr, par revendication d'une attitude d'artiste. Ce qui compte, c'est pas la complexité formelle, c'est la surface et l'ambiguïté, si on peut dire, du regard dans une surface. Je découvre aussi l'affichage filaire des modèles tridimensionnels lorsque le rendu n'est pas réalisé sur chaque facette. Et j'adore ce filaire. Pour moi, ça évoque les toiles d'araignée, toutes sortes de choses. Et les textures, une fois prises dans l'image, donc j'affiche plusieurs fois les modèles tridimensionnels, je le prends en texture, je le réapplique sur mes surfaces, j'y anime les surfaces. Et ces textures tridimensionnelles sont passionnantes, filaires, parce qu'on peut trouer les surfaces. Trouver les surfaces, qui est très difficile à faire en 3D, faire de l'imperfection et puis faire de la matière. Tous ces pixels sont étirés, sont tordus et ça apporte une espèce de matérialité, de tactilité à l'image qui, pour moi, sont importantes en termes de plaisir visuel. Deuxième travail, j'ai des amis qui m'ont dit « Ah mais tes images, ça évoque la peinture gestuelle ». Là, je m'inspire de la peinture gestuelle, je fais des tubes entortillés, cabossés, sur lesquels je réapplique mes textures filaires. Je cabosse les formes, c'est des tubes, hein, je les cabosse. Là, vous voyez aussi les sphères qui me permettent de cabosser les tubes. Et par-dessus, j'affiche plusieurs strates d'images. Je commence à stratifier l'espace, alors que d'habitude, la 3D, c'est un espace euclidien, une perspective unique, etc. Travail suivant, je mets en mouvement ces strates d'images, le filaire, les différentes formes qui s'affichent. Je développe une technique de réaffichage, enregistrement, changement de couleur du fond, réaffichage, etc. Bien sûr, à l'époque, les ordinateurs sont beaucoup moins rapides que maintenant, c'est une demi-heure par image. Une seconde d'animation, c'est 24 images, 12 heures de calcul. Donc vous voyez que c'est toute une technique très différente de celle qu'on a maintenant. Et puis émerge, alors si vous le voyez en mouvement, c'est du grouillement en fait. Hein, ça m'intéresse l'imperfection, la matière, le chaos, le côté organique, presque une espèce de vitalisme qui émerge de ces images complètement artificielles, puisqu'il n'y a que des nombres, il n'y a aucune photographie qui est utilisée à la base de ce travail. Je termine mon doctorat en art plastique autour de l'image de synthèse, l'expression de la corporéité, parce que le corps, c'est quand même le grand absent quand on programme. Et puis, en terminant mon doctorat, je me dis « Ah, mais quand même, la lumière dans tout ça ». J'avais exploré le pixel, le filaire, l'affichage progressif, la stratification, la matière et la lumière. Si on enlève tout et si on ne garde que la lumière, qu'est-ce qui pourrait être intéressant ? Alors, si ça vous intéresse, j'ai un site où j'ai un article, d'habitude je parle 2 heures sur ce travail, hein, donc là je le fais en un quart d'heure. Et en jouant, alors je tâtonne, ça c'est mon logiciel, j'ai travaillé avec des étudiants en informatique, puisque pour programmer, je peux développer, je peux bidouiller des choses, mais je ne suis pas capable de faire mon propre logiciel ou mon propre environnement de travail. Je travaille avec 2 étudiants en informatique qui me font un environnement de travail, je bidouille, et à un moment donné, en désespoir de cause, je n'étais pas contente, je joue à inverser un paramètre, alors que la doc me disait non, c'est pas possible, c'est entre 0 et 1, je mets -1, et qu'est-ce que je trouve ? -1, -1, ah, la tache noire. Je me dis, ah, c'est ça que je cherche. Ça faisait 2 ans que je tâtonnais, 1 an que je travaillais avec les étudiants. Voilà, j'ai mon idée. La lumière et l'obscurité avec un grand challenge, parce que quand on est en image vidéo, l'obscurité ou la pénombre, c'est pas terrible, il faut du bon matériel. Et puis, une fois que j'ai une lumière noire, il me faut mon deuxième pôle, bipolarité, la lumière et l'obscurité. Lumière bleue, lumière rouge, 3 lumières, 2 obscures, une claire, en fonction de leur position dans l'espace. Alors tout ça, ça bouge, hein. Vous avez en ligne des exemples d'animation. Au bout de 20 ans, puisque ça c'est un projet que je commence en l'an 2000, j'ai fait un peu le tour des 3 lumières, mais je me dis, ah, si je changeais la couleur du fond, alors là, c'est comme si je recommençais à 0.
la couleur du fond, ça fait des sensations perceptives autour de la couleur assez incroyables. Alors bon, je voulais faire du rouge et puis je suis tombée dans le rose. Le rose, moi en général, le rose, j'aime pas trop, ça fait trop fille, mais je me suis dit, ah, le rose et l'informatique, passionnant comme opposition. Et puis j'ai repris un peu du rouge du côté de l'agressivité, parce que le rose peut être dur, mais il a quand même un côté acidulé ou double en fait, même si j'aime beaucoup l'ambivalence. Et puis je termine sur le projet pour lequel en fait j'ai eu aussi ce désir de travailler sur l'obscurité et la lumière, Outre-Ronde, qui est un projet interactif. Donc là, vous voyez l'écran, au milieu le public, le participant. J'ai fait développer un capteur qui récupère le mouvement de la tête. L'image apparaît en périphérie de vision. Écran circulaire, donc l'image tourne autour du public, du participant. Et en fait, mon idée, c'est que dans l'obscurité, la lumière, c'est un grand stimulus. Lumière plus mouvement, donc le public veut regarder l'image et l'image esquive. L'image joue à cache-cache avec le public, le participant, donc ça c'est le cylindre. Tant que le public essaye de regarder l'image, il n'y arrive pas, puisque l'image esquive et refuse d'être regardée. On détruit quand on cherche à voir. Et quand on ralentit, quand on a compris qu'on ne pouvait pas voir, eh ben on ralentit, on reste immobile, ou on va lentement, on chasse, on essaie d'apprivoiser, et à ce moment-là, l'image vient. Plus on est en mouvement, moins on voit, moins on bouge, et plus l'image est colorée. J'ai bénéficié d'une résidence au ZKM pendant 4 ans, j'ai aussi exposé là-bas, c'est la grande mecque de l'art technologique à Karlsruhe, où j'ai pu aussi réaliser une installation 6 écrans. Sur le côté, ici, il y a une façade avec 4 autres écrans, où là, c'est ma pièce générative temps réel, j'en ai pas parlé, mais qui évolue dans le temps avec des paramètres et qui, de façon infinie, font varier les sensations de couleur. Merci.